crois qu'il peut y avoir dans certaines situations de la maltraitance, c'est-à-dire qu'on pourrait punir quelqu'un qui essaie d'avoir une vie affective et sexuelle et on n'a pas le droit, quoi. Là, ce serait de la maltraitance, mais souvent, dans les institutions, c'est plein de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on ne punit pas, mais on ne dit rien, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est plus par omission la maltraitance. C'est empêcher quelqu'un d'avoir posé des gestes, d'avoir un ami, d'avoir une copine, d'avoir quelque chose qui est de la maltraitance, mais c'est souvent pour la bonne cause. Le monde du handicap est beaucoup plus évolué que le monde de l'éducation nationale dans le domaine de l'accompagnement de la vie affective parce qu'ils sont placés devant des gens et ils vivent avec en permanence et donc c'est très difficile de se cacher les yeux complètement par rapport au questionnement de ces personnes en matière sexuelle. Tu as vu le couple de l'année? Tu sais, on va en parler à Mohamed. C'est un scoop. C'est un scoop. 12 heures. C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ont une sexualité handicapée. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas défendre leurs droits sexuels qu'ils en ont pas. On doit le faire pour eux. Et quand on s'aperçoit qu'on s'approche de leur vécu sexuel, on les accompagne, on voit pas trop de différence avec nous et eux. Les mêmes questions se posent. Robert a une bonne nouvelle à vous annoncer. On va avoir un enfant. Comment? Oui, je suis enceinte d'1 mois et demi. Ah, non mais c'est pas possible. Ah bah si, c'est tout à fait possible. Tu as déjà avorté. Certainement pas. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez qu'à partir et puis c'est tout, on arrivera Tu très bien sans savais, vous. vous vous rendez compte? Vous êtes tous les deux handicapés, puis... Je crois que les parents ont les mêmes questions que nous, que les professionnels, que les chercheurs. C'est les mêmes questions. Mon fils fait ci, il se masturbe, il crie, il n'arrive pas au bout, qu'est-ce que je dois faire? Et les réponses peuvent être aussi les mêmes, mais je ne pense pas qu'il faille simplifier, je veux dire, une réponse pour les utilisateurs, les parents, les professionnels et les chercheurs. Vulgariser en termes de mots, mais surtout pas la réponse. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait quand on ne sait rien? On va voir ailleurs. Et on est parti d'un pays scandinave, un peu partout. Et on s'est aperçu que dans les institutions là-bas, les gens avaient une sexualité, puis ça ne posait aucun problème. Chez nous, on s'arrachait les cheveux, on disait « mais non, c'est pas possible, faut pas ». Et dans ces institutions là-bas, c'était comme tout le monde. On a inventé des outils de langage qui est comme la langue des signes, mais l'équivalent pour des personnes qui ont un handicap intellectuel, et ça marche très bien. Parce qu'on ne les force pas à parler notre langage abstrait, mais on invente un langage pour eux et ils s'approprient très très bien l'échange de la parole, c'est vraiment dynamique. Je suis sérieuse, Je hein. ferai rien. Promis. Je rigole pas. Je ferai rien. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous et moi, on a le droit d'une thérapie si on a des problèmes de couple ou individuels sexuels. On a le droit à l'éducation sexuelle, mais on a le droit aussi à demander conseil à une personne avisée quand on se pose une question dans ce domaine. Donc, c'est la même chose, quelle que soit la façon que la personne s'articule intellectuellement. Elle a les mêmes droits. On a bien évolué dans une charte éthique de reconnaître les droits de la personne handicapée d'avoir une vie affective et sexuelle. Mais le plus grand chantier pour les 20 prochaines années, je dirais, c'est la formation. Et une formation, moi je pense, universitaire dans le domaine de former des professionnels à pouvoir répondre, à accompagner cette dimension humaine, quoi.